quand j'étais jeune infirmière, j'avais fait un stage dans un service de l'hôpital de Genève où il y avait des personnes en fin de vie. Et à cette époque-là, on les calmait très mal, on savait mal utiliser la morphine et toutes ces antidouleurs. Et j'avais un souvenir de cette souffrance non prise en compte vraiment. Et puis, lors de mes études aux États-Unis, j'ai eu la chance d'avoir des cours avec le docteur Kubler-Ross. Et là, tout à coup, il y avait quelqu'un qui disait que c'était possible, qu'on pouvait accompagner les gens, qu'on pouvait comprendre ce qu'ils vivaient, etc. Alors moi, j'ai suivi tous les cours qu'elle pouvait donner là-bas. Et puis, quand je suis revenue en Europe, c'était le début du mouvement des soins palliatifs. Donc, j'ai eu l'occasion de le vivre à l'hôpital, de l'enseigner, de le défendre sur le plan des infrastructures, etc. Et puis, maintenant qu'au fond, j'ai plus d'insertion du tout dans le monde hospitalier, vu mon âge, j'ai pensé que je pouvais continuer ce travail avec les personnes en deuil. Donc maintenant, je suis responsable d'une association suisse d'aide aux endeuillés. Et on propose toutes sortes de structures, de groupes, etc., en partant de l'idée qui est défendue par Christian Bobin que lorsque les mots ne passent pas à travers les lèvres, ils s'en vont hurler au fond de l'âme. Et voilà, c'est un petit peu le texte qu'on a dans notre association et qui est un peu la raison pour laquelle on offre ces cafés deuil, ces groupes de soutien, ces entretiens, ces lignes téléphoniques, etc. Voilà. Je forme des bénévoles, des soignants, des personnes qui par leur profession accompagnent des personnes en fin de vie dans des hôpitaux, des maisons de retraite, etc. Ou bien alors des bénévoles qui donnent de leur temps dans les structures ou à domicile pour accompagner des personnes en fin de vie, et puis aussi des cours pour comment se comporter avec des gens en deuil, ou bien en public, ou bien pour des professionnels. Ce que j'enseigne aussi plutôt dans le développement personnel, c'est la nécessité de prendre soin de soi pour prendre soin de l'autre. Donc c'est vrai que parallèlement à ce travail avec des personnes en fin de vie ou des endeuillés, il y a un travail personnel à faire en ce qui me concerne par la méditation, etc., pour pouvoir être dans la présence de l'autre sans absolument rechercher des résultats, sans vouloir qu'il se passe quelque chose que je souhaiterais et qui serait peut-être mieux que ce qui se passe, et sans s'approprier ni la personne ni la situation en fait. C'est vieux comme le monde, hein, c'est pas nouveau, mais c'est cette dimension de non-attachement au sens positif du terme. Alors ça, c'est un travail personnel, je dirais. Et plus on le fait, mieux on est dans ces situations. Il y a une petite maison d'édition géniale avec laquelle je collabore depuis 20 ans. Et on est tout à fait ou bien ceux qui me disent il faudrait quelque chose là-dessus, ou bien je leur dis il faudrait vraiment quelque chose là-dessus, puis alors voilà, on s'entend comme ça. Mais en fait, c'est tout un cheminement. J'avais commencé, peut-être le premier, c'était sur le deuil justement, et puis ensuite c'était le lâcher prise, et puis après le lâcher prise, je me suis rendu compte que c'est facile à mettre sur papier, mais c'est beaucoup plus difficile à vivre. Alors après, il y avait accepter ce qui est, et puis après je me suis rendu compte que l'estime de soi jouait un rôle important là-dedans, et puis qu'en fait, lâcher prise, c'était plus facile si on savait un peu où on allait. Enfin, c'est vraiment, c'est un cheminement, et puis dans ce cheminement, il y a des points qui ressortent, voilà. Et puis, alors avec beaucoup d'exemples, parce que j'ai une source
intarissable qui est les mails et les lettres que je reçois au matin. Alors, puisque là, ça fera 25 ans ce mois-ci que je fais cette chronique toutes les semaines, et je la fais sur la base de lettres qu'on m'envoie, ou de mails maintenant qu'on m'envoie. Donc les gens posent des questions, je regarde que j'ai pas fait ça dans les 3 mois qui précèdent, et puis là c'est toujours des exemples incroyables, je veux dire, des situations de vie. Alors elles sont denses et réelles, quoi. Les mots me nourrissent beaucoup, les belles paroles, les pensées de certains auteurs, pas n'importe lesquels. Je veux dire, j'ai un certain nombre de gens dont j'aime relire les écrits, des gens comme de Mello, des gens comme Teilhard de Chardin, des gens comme Christian Bobin, des gens... Enfin bref, il y en a des quantités, mais c'est quelque chose qui me parle plus, par exemple, même que la musique ou que la peinture, etc. La force des mots me fait vraiment du bien. Alors je partage ça avec les gens pour qui j'écris, parce que moi je me vois plutôt comme un passeur d'informations. J'ai aucune prétention littéraire. Simplement, je partage des petites étoiles de littérature qui m'ont fait du bien, voilà. J'aime aussi les histoires, parce que je me rends compte que parfois les histoires, c'est ce qui reste. Une fois, j'avais fait une conférence sur l'espérance, on m'avait demandé. Oh, j'avais travaillé, j'avais lu tout Gabriel Marcel, tout ça. Puis à peu près 15 ans plus tard, je rencontre quelqu'un qui me dit « Vous savez, votre conférence sur l'espérance ?» Puis je me dis « Ah bon, alors j'avais pas travaillé pour rien. » Puis je dis « Qu'est-ce qui vous est resté ?» Elle dit « Oh, la petite histoire des 2 souris dans le pot de crème. » Je me suis dit « Ah bon, alors 15 ans plus tard, ce qui reste, c'est la petite histoire. » Et c'est vrai, j'avais vraiment souvent pensé à ça. Les gens se rappellent d'histoires, de paraboles, c'est pas nouveau non plus, hein, mais de tous ces grands auteurs, et surtout les auteurs, par exemple, asiatiques, etc., ils utilisent énormément ça, et je suis vraiment consciente que c'est ce dont on se souvient facilement. Puis on peut se faire du bien avec des petites histoires qui disent des vérités profondes. Ce que j'aime dans ces salons, c'est que les gens qui sont là sont en recherche. Bon, peut-être pas le 100% des gens, mais je dirais que, je sais pas, prenons le 80% des gens, on sent qu'ils cherchent quelque chose. Ils sont là pour trouver, hors des sentiers battus ou des idées qu'ils ont eues jusqu'à maintenant, quelque chose d'autre. Et ça, au fond, c'est un signe de leur dynamisme intérieur. Et puis aussi, ça fait preuve d'ouverture. Je suis pas sûre qu'il y a 50 ans en Suisse, on aurait pu faire des salons comme ça. Donc pour moi, c'est qui a toujours été aussi à la recherche de différentes choses. J'avais tenté d'introduire des approches complémentaires dans les cursus de soignants, etc. Pas toujours facilement. Et là, tout à coup, je me dis, eh ben, quand même, ça vient. Les gens ont cette ouverture maintenant, et ça me fait très plaisir. On sent cette dynamique. Alors justement, on a des moments de dédicace, on est souvent côte à côte avec d'autres personnes, ou bien dans les stands, ou bien... il y a aussi cette possibilité. Moi, j'apprends... Hier soir, je rencontrais dans le corridor quelqu'un qui vient de Belgique et qui parle de la pleine présence, mais d'une façon non forcément religieuse. J'ai été très contente qu'il me donne ses papiers. Je me dis, ben voilà, je peux peut-être donner cette information à quelqu'un qui dit, je voudrais faire de la méditation et apprendre la pleine présence, mais je voudrais le faire hors d'un contexte religieux. Alors, c'est vrai que moi, j'accumule plein d'informations que j'aurai l'occasion de redistribuer ou dans mes articles ou dans des contacts avec les gens. C'est super pour ça. Hier soir, c'était justement Oser la liberté. Et je l'ai partagé un peu avec ma collègue qui collabore avec moi depuis 40 ans. L'idée, c'est en fait que la liberté, on peut dire qu'en Suisse, on l'a sur le plan politique, enfin bref, etc., religieux, etc. Mais la liberté intérieure,
euh, il y a encore pas mal de travail parce que on est pris dans des rigidités, des programmations, tout à l'heure, j'amenais quelqu'un à la gare et puis je me disais, qu'est-ce que c'est super d'avoir une voiture automatique. Et pendant 20 ans, tout le monde autour de moi disait, surtout pas de voiture automatique, etc. Et alors j'écoutais ça, puis je me disais, pas de voiture automatique. Et pour quelqu'un qui commence à âger, c'est génial une voiture automatique. Et je me dis, mais j'avais jamais testé ça. Mais j'écoutais, on me donne une programmation, on reste dans cette programmation. Bon, ça c'est un détail, mais je veux dire, il y a des choses beaucoup plus profondes. On ne parle pas à ces gens-là, on ne fréquente pas. On donne aux enfants des programmations qui les limitent, qui les aliènent. Et en fait, l'idée hier soir, c'était de s'arrêter sur un certain nombre de points qui caractérisent cette programmation rigide dans laquelle on est mis, de par la culture, de par l'éducation. Et puis de dire, mais on peut changer doucement, pas à pas, on peut changer son langage, on peut changer la manière dont on accueille les éléments de la vie. Alors voilà, ça c'est quelque chose qui me passionne beaucoup parce que d'une part, on lit des biographies extraordinaires de gens qui ont trouvé cette liberté intérieure, même dans des situations aliénantes extérieures, et puis on aurait la possibilité d'avoir cette liberté intérieure, mais voilà, on reste programmé, et je trouve que c'est dommage. Donc voilà, c'était le message central. Et puis là, aujourd'hui, cet après-midi, c'est comment est-ce qu'on parle d'une maladie grave à son entourage. Et aussi, je vais prendre l'autre aspect qui est comment, quand on est les proches d'une personne qui a une maladie grave, comment est-ce que on s'approche d'elle, comment est-ce qu'on entre en contact et qu'est-ce qu'il faudrait plutôt dire ou ne pas dire. Enfin, j'aurai des grandes lignes et puis ensuite quelques éléments un peu plus concrets. Parce que j'ai travaillé aussi pas mal de temps aux États-Unis en cancérologie et c'est une problématique que j'ai beaucoup abordée et qui est importante. On appelle ça le complexe de Lazare, c'est-à-dire la personne va mieux, on dit ça y est, c'est fini, bon, magnifique, elle est guérie. Et puis, un an plus tard, nouvelle métastase, ça y est, on repart. Et puis, quand ça dure comme ça, pour les proches, c'est extrêmement difficile. Alors bon, là, c'est vrai qu'il faut aussi prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Ça, c'était un des petits bouquins là, que j'ai fait parce que c'est fondamental. Moi, j'ai vu tellement de gens tenter d'accompagner les leurs à long terme, et puis pour finir, ceux qui tombent malades tellement ils ont oublié qu'il fallait aussi qu'ils donnent de l'attention à leur état. On est acteur. La psychologie positive nous remet un peu dans la réalité, c'est-à-dire que on estime qu'à 50% de nos vies, on vient au monde avec un patrimoine génétique, avec des données qui sont est-ce qu'on est un grand ou un petit producteur de sérotonine, enfin voilà, 50% est plus ou moins déterminé. 10%, ce sont les événements. On est né où, qui étaient nos parents, etc., etc. Et leurs recherches montrent qu'à 40%, c'est nous qui créons. L'idée, c'est qu'est-ce que nous faisons avec ce que nous avons reçu, comme patrimoine génétique, comme situation, etc. Et c'est quand même pas mal 40%. Alors c'est vrai que là, c'est regarder ce qu'on a reçu, accepter ce qui est, et puis travailler avec ça. Alors cette dimension-là, moi je crois qu'on peut changer complètement sa vie sur ces 40% et puis aller dans la direction qu'on recherche. Moi je ne sais pas si j'ai pris en compte ces 40%, mais c'est vrai que je crois que peut-être la seule chose que moi j'ai fait, c'était de prendre les opportunités quand elles passaient. C'est vrai que quand je suis partie aux États-Unis, j'avais une petite bourse
6 mois, je crois. Et puis je me suis dit, mais je peux rien faire en 6 mois. Donc j'ai passé des examens dans ma profession d'infirmière pour pouvoir travailler. Bon, enfin, moi, ensuite, j'ai pu obtenir une green card pour pouvoir rester à travailler. Ensuite, j'ai fait des études. Je travaillais le vendredi, samedi, dimanche, puis je peux faire des études le reste de la semaine. Enfin, et à chaque opportunité qui existait, je crois que je les ai prises. Voilà, c'est tout. Mais j'ai aussi été très privilégiée parce que les choses se sont enchaînées dans ma vie de façon à ce que tout ça soit possible. Et voilà, simplement, je dirais, j'essaye de dire aux jeunes maintenant autour de moi, mais ne votez pas seulement pour la sécurité. Hein. Allez-y, vous verrez bien, on retombe sur ses pieds si ça ne marche pas, mais prenez les opportunités qui se présentent. Je crois que c'est ça un des secrets. Et puis, comme disait le pape, n'ayez pas peur. Je veux dire, n'ayez pas peur. Les choses s'ouvrent pour les gens qui vont de l'avant. Osez. Osez. Vous savez, même par rapport à toutes ces approches complémentaires, oh, vous croyez que c'est bien? Est-ce que vous croyez vraiment que ces pierres font quelque chose? Je dis, mais essayez. Moi, je ne peux pas vous dire. J'ai certaines pierres que j'utilise pour la méditation. Moi, je trouve que c'est super. Mais essayez, osez, allez-y. Et puis, si ça ne marche pas, mais ça ne marche pas. Vous garderez cette pierre sur votre table parce qu'elle est très jolie, c'est tout. Mais osez. Vous ne pourrez jamais savoir si vous n'avez pas expérimenté. Donc voilà, oser, ce qui ne veut pas dire prendre tous les risques stupides, mais regardez, ouvrez-vous, tentez et puis expérimentez. Voilà.